Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain. 25 décembre 2025. Sous le ciel de l'État de Sokoto, des missiles Tomahawk américains frappent le sol nigérian. Donald Trump brise le silence de Noël. Les terroristes ont payé. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette intervention militaire sans précédent? Le soir de Noël 2025, alors que le monde a les yeux rivés sur les festivités, une série de messages sur le réseau Truth Social provoque une onde de choc diplomatique. Le président américain Donald Trump annonce que les États-Unis ont lancé une frappe puissante et meurtrière dans le nord-ouest du Nigeria. L'objectif affiché par Washington est sans équivoque: punir l'État islamique pour ce que le président qualifie de massacre systématique de chrétiens, une menace qu'il décrit comme existentielle. Pourtant, à Abuja, le discours est plus nuancé. Si le gouvernement nigérian confirme avoir autorisé ces frappes dans le cadre d'un partenariat stratégique, il refuse de parler de guerre de religion, insistant sur une lutte globale contre le terrorisme qui frappe toutes les communautés sans distinction. Entre démonstration de force américaine, réalité complexe du terrain dans l'état de Sokoto et enjeu de souveraineté, cette intervention marque un tournant historique. Pourquoi ce moment précis? Qui sont réellement les cibles? Bienvenue sur Afrimotive. Aujourd'hui, nous allons décrypter les dessous de l'intervention militaire américaine au Nigeria. Notre mission ici est donc d'être précis et ciblé. Nous devons d'abord décortiquer la justification officielle donnée par les États-Unis. Ensuite, nous devons comprendre le rôle confirmé et honnêtement assez complexe que le gouvernement nigérian a joué dans cette affaire. Enfin, nous prendrons du recul pour examiner la réalité sécuritaire multiforme sur le terrain dans l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. Bon, mettons les choses au clair, ces frappes aériennes ont été confirmées à la fois par Abuja et Washington. Elles marquent la première intervention militaire américaine au Nigeria sous cette administration. Tout cela s'est passé dans la nuit de Noël ou le jour de Noël, le 25 décembre 2025. La zone ciblée était la région nord-ouest, plus précisément l'état de Sokoto. Et la méthode choisie nous donne un premier indice important sur le message politique véhiculé. Il ne s'agissait pas de frappes discrètes menées par des drones. Pas du tout. Selon les rapports, les États-Unis ont lancé de nombreuses frappes puissantes et meurtrières à l'aide de missiles de croisière Tomahawk. Et ils n'ont pas été tirés depuis une base locale, mais depuis un navire de la marine américaine situé loin dans le golfe de Guinée. Et selon la déclaration officielle du président américain, les cibles étaient des terroristes de Daesh. Le choix du missile Tomahawk est essentiel, car il témoigne d'un engagement politique massif. Il s'agit d'une arme très coûteuse, à très longue portée et très médiatisée. Ce n'est pas subtil. Les États-Unis ont fait une déclaration très spectaculaire sur leurs capacités et leurs intentions. Une déclaration visible par tous, tant au niveau international que national. Ce n'est pas la stratégie antiterroriste discrète habituelle. Examinons cette décision, la justification des États-Unis. La justification du président était claire et sans équivoque. Il a déclaré que les frappes étaient une réponse directe aux militants de l'État islamique qui ciblaient et tuaient sauvagement, principalement des chrétiens innocents. Et il a ajouté que cela n'avait pas été vu depuis de nombreuses années, voire des siècles. C'est une façon monumentale d'inscrire ce conflit dans l'histoire. Et le contexte chronologique est ici crucial. Cette action n'est pas survenue soudainement. Elle fait suite à des mois d'escalade rhétorique. Je veux dire que depuis la fin octobre, le président américain n'avait cessé de mettre en garde contre la menace existentielle qui pesait sur le christianisme au Nigeria. Il avait ouvertement menacé d'une intervention militaire. Il avait suggéré que les États-Unis pourraient entrer dans le pays en force si les massacres ne cessaient pas. Et c'était pas que des paroles en l'air. Un véritable travail administratif avait été effectué en amont. Nos sources confirment que le Pentagone avait reçu l'ordre de planifier une éventuelle action militaire. Au-delà de la simple planification militaire, Washington avait également récemment redésigné le Nigeria comme un pays particulièrement préoccupant au titre de la loi sur la liberté religieuse internationale et des visas restreints. Pour les Nigérians qui, selon eux, étaient impliqués dans des violences contre les chrétiens. Cela crée donc un lien direct et très public entre la politique de Washington en matière de liberté religieuse et son action militaire. Cela positionne les frappes, du moins du point de vue du gouvernement américain, non seulement comme une mesure antiterroriste, mais aussi comme une défense d'une communauté religieuse spécifique, une défense d'une communauté confrontée à ce que l'administration qualifie de massacre de chrétiens. Et les déclarations qui ont suivi les frappes suggèrent fortement que ce n'est que le début. Le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, a publiquement remercié le Nigeria pour sa coopération, mais il a immédiatement averti, et je cite ici, que d'autres mesures allaient suivre. Il a ensuite ajouté que l'État islamique l'avait découvert ce soir, le jour de Noël. C'est à peu près le signal le plus public qui soit d'une opération en cours, voire d'une opération à durée indéterminée. Ce qui ressort vraiment ici, c'est que les États-Unis
États-Unis ont clairement donné la priorité au message politique plutôt qu'à toute subtilité tactique. Le lieu à Sokoto, l'arme Tomahawk, le moment choisi, le jour de Noël. Tout cela a amplifié ce message unique sur la défense des chrétiens. Et cela nous amène directement à l'énorme tension que nous observons dans la position nigériane. Nous devons examiner la réponse du Nigeria car ce pays se trouvait dans une situation diplomatique très délicate. Ils ont confirmé les frappes. Publiquement, ils les ont qualifiées de frappes de précision sur des cibles terroristes et ont déclaré qu'elles avaient été menées dans le cadre d'une coopération structurée en matière de sécurité et d'une coordination stratégique. Ils devaient souligner qu'il s'agissait d'un effort conjoint et que leur souveraineté avait été respectée. Mais les sources révèlent que la coopération du Nigeria était absolument essentielle dans cette affaire. Elle a tout changé. Le ministre des Affaires étrangères, Youssouf Tuggar, a confirmé que le président Bola Tinubu avait personnellement donné son feu vert pour les frappes et voici le détail le plus crucial qu'il a fourni. Le Nigeria a fourni les renseignements, c'est la partie qui est si importante. Ils ont localisé les cellules spécifiques. Il a déclaré que l'opération avait été planifiée depuis un certain temps. Il a même détaillé les appels téléphoniques. Il a mentionné avoir parlé 2 fois avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Une longue discussion de 19 minutes avant l'attaque, puis un bref appel de 5 minutes juste au moment où tout commençait. Voici donc la question qui se pose. Si Abuja avait tout sous contrôle, si elle avait donné son feu vert et fourni les renseignements sur les cibles, pourquoi les États-Unis ont-ils alors présenté l'ensemble de l'opération avec un langage religieux aussi singulier, un langage incendiaire, un langage que le Nigeria a immédiatement dû contrer en dépensant son capital diplomatique? Cela ne suggère-t-il pas que l'objectif principal de Washington était d'envoyer un message politique à son opinion publique? C'est là le cœur même des retombées diplomatiques. Le Nigeria devait coopérer, il a désespérément besoin d'aide pour vaincre ces groupes militants qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Mais leur réfutation publique ne fait que révéler leurs craintes. Le Nigeria a explicitement rejeté la présentation américaine de cette opération comme une persécution religieuse ou un massacre de chrétiens. Il l'a fait et sa riposte a été ferme. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que, je paraphrase, toute forme de violence terroriste, qu'elle soit dirigée contre des chrétiens, des musulmans ou toute autre personne, est un affront aux valeurs du Nigeria. Le ministre des Affaires étrangères, Youssouf Tuggar, a souligné que leur combat vise à protéger tous les citoyens, quelle que soit leur religion. Le danger pour Abuja ici est que s'il accepte le discours monothéiste des États-Unis, il risque de transformer ces conflits locaux complexes liés aux ressources et à la criminalité en une sorte de guerre civile internationale. Une simplification excessive qui pourrait rendre la situation encore plus instable. Le pays est fondé sur des garanties constitutionnelle de liberté religieuse pour tous, ils essaient de montrer au monde, et peut-être plus importante encore à leur propre peuple, que le combat est mené contre le terrorisme lui-même, et non les uns contre les autres. Le Nigeria rejette donc clairement cette idée d'un massacre des chrétiens et, pour vraiment comprendre pourquoi ils se sont battus si durement contre ce discours spécifique, nous devons examiner de plus près la réalité confuse de ce qui se passe au Nigeria, ce qui nous amène à la partie suivante. Le Nigeria est souvent simplifié. Un sud à prédominance chrétienne, un nord à prédominance musulmane, mais le contexte du conflit est bien plus compliqué qu'une simple ligne religieuse nord-sud. L'instabilité implique tellement de groupes différents, de motivations différentes, et ils se recoupent tous. Commençons par l'endroit où les frappes ont réellement lieu, donc l'état de Sokoto, dans le nord-ouest. Cette région est de plus en plus connue pour la province islamique du Sahel, ou ISSP. Localement, on les appelle la Kourawa. Mais il y a aussi d'énormes groupes de bandits criminels impliqués dans des enlèvements massifs contre rançon. Et nous devons distinguer ces groupes du type de conflit historique qui sévit dans le nord-est. C'est là que se trouve le Boko Haram original, parfois appelé le Jama'atu al-Sunna Lidawati wal-Jihad, et la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, plus puissante. Et leur motivation est différente. Ces groupes sont idéologiques, mais ils ciblent souvent à la fois les communautés chrétiennes et musulmanes qu'ils jugent insuffisamment fidèles. Il ne s'agit donc pas d'un simple combat entre chrétiens et musulmans, même avec les groupes idéologiques. Et il y a cette autre dimension qui permet de mieux comprendre la situation. Les analystes soulignent régulièrement que de nombreux conflits, en particulier ces affrontements meurtriers entre agriculteurs et éleveurs dans le centre du Nigeria, ont souvent des racines profondes qui ne sont pas religieuses. Ils concernent les ressources, des conflits pour la terre, pour l'accès à l'eau. Il s'agit souvent d'opposition entre éleveurs musulmans et agriculteurs chrétiens, certes, mais ils se battent pour des droits de pâturage ou des terres à cultiver. C'est un cas classique où la rareté des ressources est utilisée comme arme dans le cadre d'une politique identitaire. Ces conflits fonciers, qui sont déjà mortels, sont exacerbés par des facteurs religieux et ethniques. C'est alors qu'ils commencent à ressembler à des guerres de religion, alors qu'il s'agit avant tout de lutte pour la survie. Et un groupe idéologique comme l'ISSP, ou même un simple groupe de bandits, voit cette division et l'exploite, ils jettent de l'huile sur le feu. Ils utilisent le cadre religieux
religieux pour recruter, justifier leur violence et intensifier le conflit. C'est exactement pour cette raison que le gouvernement nigérian doit concentrer son discours sur le terrorisme et la criminalité, et pas seulement sur la religion. Et nous voyons cette complexité dans les événements qui entourent la grève. Quelques jours avant Noël, un kamikaze présumé a tué au moins 5 personnes et en a blessé 35 autres dans une mosquée de l'état de Borno. Cela démontre clairement que les musulmans sont eux aussi victimes de ce terrorisme. Et puis, de l'autre côté, il y a eu l'enlèvement massif en novembre. Des hommes armés ont capturé plus de 300 élèves et membres du personnel d'un internat catholique. Et bien que les victimes provenaient d'une école religieuse, ce type d'enlèvement est généralement lié à des gangs criminels. Les enlèvements contre rançon, c'est un commerce. La crise, alimentée par toutes ces différentes menaces, touche donc des millions de personnes. Elle est directement liée à l'augmentation de la famine et au déplacement de population dans tout le nord du Nigeria. C'est une tempête parfaite d'insécurité. Essayons donc de résumer tout cela. Les États-Unis mènent cette frappe très médiatisée dans l'état de Sokoto, tuant plusieurs terroristes. C'est la concrétisation d'une menace de longue date. Et tout cela est fait, comme nous le savons maintenant, en coopération avec Abuja. Nous savons également que cette opération a été précédée de plusieurs semaines de vols de reconnaissance des services de renseignement américains au-dessus du territoire nigérian, qui ont commencé fin novembre. Et la tension immédiate résultant de cette coopération est tout simplement impossible à ignorer. La volonté du Nigeria de donner son feu vert et de fournir des renseignements confirme à quel point il a désespérément besoin d'une aide extérieure. À l'heure actuelle, leur propre armée n'est pas en mesure de contenir des groupes tels que l'ISSP et l'ISWAP. Mais dans le même temps, leur réaction rapide et très médiatisée contre le discours sur le génocide des chrétiens montre à quel point ils veulent protéger leur souveraineté et empêcher cette interprétation simpliste et politiquement chargée de ce qui constitue en réalité des défis sécuritaires profonds et multifacettes. Il s'agit pour eux d'un exercice d'équilibre politique extrêmement délicat. Cela nous amène à la conclusion finale à laquelle vous devez réfléchir. Nous savons que le Nigeria a fourni les renseignements, ils ont donné le feu vert à l'armée. Mais les analystes suggèrent qu'ils se sont peut-être sentis obligés d'accepter cette intervention en raison de toutes les pressions diplomatiques exercées par Washington. Que va-t-il se passer maintenant ? D'autant plus que le secrétaire à la défense Pete Hegseth a publiquement laissé entendre que d'autres mesures allaient suivre. L'intervention du 25 décembre 2025 marque une rupture majeure. En utilisant des missiles Tomahawk pour répondre à des violences qu'il qualifie de religieuses, Donald Trump impose une nouvelle doctrine où la protection des minorités confessionnelles devient un levier d'action militaire directe. Le défi pour le Nigeria est désormais de naviguer entre l'efficacité de ce soutien technologique et le risque d'une ingérence qui dicte le récit national. Cette aide militaire est-elle un remède indispensable contre le djihadisme ou le début d'une internationalisation dangereuse d'un conflit local? Une chose est sûre, avec la promesse de nouvelles frappes, le ciel du Nigeria n'a jamais été aussi surveillé par Washington. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les enjeux de cette actualité brûlante, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à Afrimotive pour ne rien manquer de nos prochains décryptages sur le continent. Partagez cette vidéo pour nourrir le débat et dites-nous en commentaire, pensez-vous que l'aide militaire étrangère peut réellement stabiliser le Nigeria si elle se base sur des critères religieux? Nous lisons tous vos avis. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain. Si tu as aimé le contenu, like, commente et partage autour de toi. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt sur Lelo TV.